Merci pour cette invitation. Voilà, alors je suis effectivement, je me suis un peu spécialisé sur les questions d'ingénierie sociale, sur lequel j'ai fait un livre, sur lesquels j'ai fait un livre intitulé Gouverner par le chaos. Mais pour moi, pourquoi me suis-je mis à la géopolitique à partir de 2014 ? Parce que effectivement, j'ai été frappé par l'Euromaïdan, le coup d'État, la révolution colorée Euromaïdan en Ukraine, qui est une opération qui était une opération d'ingénierie sociale, donc de transformation de la société. Il y a plusieurs termes pour qualifier ce genre d'opération. On peut appeler ça une révolution, on peut appeler ça un putsch, un coup d'État, ou de manière plus neutre, un changement de régime. Là, effectivement, c'est le terme qui s'applique un petit peu à tout. Regime change en anglais. Voilà. Donc, je me suis mis à faire une recherche sur les origines de l'Euromaïdan. J'ai écrit une dizaine d'articles en 2014, et puis en 2015, je me suis dit, je vais en faire un livre. Après tout, ça me fera 10 chapitres. Donc, j'ai continué ma recherche. C'est sorti sous forme de livre en 2017, en janvier 2017, avec le titre « Retour sur Maïdan, la guerre hybride de l'OTAN ». Donc je tenais à ce qu'il y ait le mot OTAN dans le titre, parce que fondamentalement ce n'est pas un livre sur la Russie, et ce n'est pas un livre non plus sur l'Ukraine. Je suis allé seulement une fois en Ukraine et une fois en Russie. Par contre, j'ai toute légitimité à parler de l'OTAN, parce que là j'y suis jusque par-dessus la tête. Donc c'est un livre sur l'OTAN fondamentalement. Et donc avec un cas particulier, un cas d'école, c'est une grosse opération d'ingénierie sociale ou de technologie politique, comme disent les Russes, appliquée donc au cas ukrainien. Je me suis lancé sur ce sujet. Et en fait, j'ai pu effectivement exploiter tout ce que j'avais déjà étudié sur les questions d'ingénierie sociale, c'est-à-dire de psychologie sociale, et comment la modifier. Puisque la géopolitique, c'est un phénomène humain, et l'humain, c'est essentiellement de la psychologie. Je me suis lancé sur ce sujet. Ensuite, l'éditeur m'a dit en 2022, c'est le moment de faire une nouvelle édition, après le lancement de l'opération militaire spéciale. On a sorti ce livre, qui est donc la deuxième édition de Retour sur Maïdan, mais avec un titre un petit peu modifié, parce que honnêtement, en France, personne ne sait ce que veut dire Maïdan. C'est le surnom de la place centrale de Kiev, comme je pense vous le savez. On a changé un peu le titre, et Ukraine, la guerre hybride de l'OTAN, est un peu plus parlant pour le public francophone, puisque effectivement, à partir du 24 février 2022, tout le monde parlait de l'Ukraine, y compris des gens qui ne savaient pas où c'était sur la carte quelques jours auparavant. J'ai intitulé mon exposé « La Russie et l'Occident collectif », parce que il y a un clivage fondateur en géopolitique. Les permanences de la géopolitique occidentale vis-à-vis de la Russie peuvent se résumer en une courte phrase: il faut détruire la Russie. Voilà. Adapté de la locution latine attribuée à Caton, à l'encontre de Carthage, cette formule traduit le rapport de l'Occident à ce qu'il perçoit de manière obsessionnelle comme une altérité à supprimer. La nature du régime en place à Moscou n'a aucune espèce d'importance. En moins d'un siècle, la Russie a traversé 4 types de régimes politiques: monarchie tsariste, communisme, ultralibéralisme et libéralisme conservateur. Mais à l'ouest, rien de nouveau. Moscou reste la bête noire des Occidentaux. Pour citer Georges Niva, traducteur français de Solzhenitsyn, il semble que l'effondrement de la Russie soit la clé de l'histoire universelle, du moins aux yeux des puissances occidentales. Et il est permis de se poser la question: pourquoi tant de haine ? Quand elle émane de Bernard-Henri Lévy ou de Georges Soros, on en comprend facilement les raisons. Mais le front contre la Russie est plus large. Il rassemble aussi des chrétiens, y compris traditionnalistes, ou des néo-païens nostalgiques du Troisième Reich. Le concept d'Occident collectif, Kollektivny Zapad, est apparu depuis quelques années dans la diplomatie russe pour qualifier cette alliance anti-russe qui ratisse large, de l'extrême droite néo-nazie à l'extrême gauche wokiste, et dans toutes les religions, et qui parvient à unir des antifascistes avec des fascistes, des juifs avec des antisémites, des militants LGBT avec des suprémacistes blancs, et même des islamophobes avec des djihadistes.
Et oui, et oui. Oui, puisqu'il y avait des bataillons djihadistes en Ukraine pendant plusieurs années, entre 2014 et 2016 à peu près, qui venaient prêter main forte aux bandéristes, essentiellement Pravi Sector, qui lui-même se décrivait comme judéo-bandériste. Bon, enfin, tout est possible. En fait, c'est la postmodernité. Toutes les combinaisons sont possibles. Donc voilà. Donc l'Occident collectif, c'est l'Occident dans ses contradictions, mais des contradictions qui parviennent à converger malgré tout contre la Russie. Quel est le facteur d'unité des anti-russes? Quel est le dénominateur commun de l'Occident collectif au niveau psychologique? Puisque bon, là, on se dit manifestement, c'est vraiment des gens très très différents et qui normalement devraient en fait se haïr, mais non, ils arrivent en fait à malgré tout converger. Eh bien, pour bien comprendre ce qui suit, vous devez oublier tous vos repères. Du moins, vous devez comprendre que ce ne sont pas les idées, ni même les identités ethnico-culturelles qui déterminent les comportements, mais la psychologie, c'est-à-dire les émotions, les projections affectives, les besoins narcissiques, etc. Deux individus peuvent avoir les mêmes idées politiques et les mêmes origines et finir par s'entretuer pour des raisons psychologiques de type rivalité mimétique, comme l'a bien exposé René Girard. Inversement, l'Occident collectif parvient à unir sur un front commun anti-russe des individus que toutes opposent, apparemment, au niveau des idées et des identités. Les raisons avancées par les uns et les autres pour participer à ce front commun anti-russe peuvent être contradictoires à un certain niveau, mais elles convergent néanmoins mécaniquement dans une alliance objective visant le même objet, entre individus qui croient peut-être s'opposer, mais qui se retrouvent finalement dans le même camp géopolitique, occidental et anti-russe à la fin. Et ceci donc pour des raisons non pas idéologiques, ni même identitaires, mais psychologiques. Alors la psychologie humaine est essentiellement le résultat d'un affrontement entre le principe de plaisir et le principe de réalité, c'est-à-dire entre ce que je veux et ce que je peux, entre le désir et ce qui pose des limites au désir. Ce qui pose des limites au désir, c'est le réel, l'éternel retour du réel. Transposé dans le domaine géopolitique, la guerre d'Ukraine en tant que symptôme est le résultat d'un affrontement entre l'expansionnisme illimité de l'Occident collectif et la limite posée à cet expansionnisme par la Russie. En fait, bon, toutes les pathologies mentales sont des pathologies de la limite. Par exemple, bon, Freud distinguait trois grands types de pathologies, les névroses, les perversions et les psychoses. La névrose, c'est le poids des limites, c'est quand on a eu du mal à digérer notre héritage familial. Et aujourd'hui, bon, en fait, on voit de plus en plus de pervers narcissiques, c'est un terme bien connu maintenant, et de psychotiques en liberté. La psychose, en fait, c'est la subjectivité en roue libre, qui n'est plus affrontée à du réel, à une extériorité. Et la perversion, par contre, c'est le jeu avec les limites. Le pervers connaît les limites, mais il joue avec. Bon, ça, c'est typiquement, ça, c'est l'OTAN, en fait, qui joue avec les limites, qui passe son temps, en fait, à titiller la Russie, voilà, et qui joue avec et qui se rapproche des frontières de la Russie toujours plus, en disant, mais non, c'est pas nous, non, on est innocents, etc. Et puis, vous avez les psychotiques, donc là, c'est LCI, voilà, là, qui sont dans la reconstruction complète de la réalité. Je pense que là, ils ont perdu le contact avec la réalité complètement. Et en géopolitique, la limite, donc, c'est la frontière. Donc, depuis des années, l'Occident collectif repousse les frontières de l'OTAN jusqu'à toucher les frontières de la Russie. Et oui, mais le désir ne connaît spontanément aucune limite. Il est spontanément dans la démesure, l'hubris, c'est-à-dire dans le fantasme de toute puissance, c'est-à-dire la négation ou l'oubli des limites, et donc la transgression des frontières. Donc la volonté de puissance occidentale est en fait calquée sur le capitalisme libéral. Alors je vous invite à lire Danny Robert Dufour, qui est donc un philosophe dont j'ai suivi les cours à Paris 8 et au Collège international de philosophie, et qui explique bien en fait que le libéralisme est intrinsèquement pervers, mais peut nous conduire en plus vers la psychose. Donc c'est Julia Kristeva aussi, au début des années 90, qui a écrit un livre, Les nouvelles maladies de l'âme,
où elle décrit en fait l'apparition de nouvelles pathologies, notamment les enfants hyperactifs, le syndrome, comment dire, j'ai oublié le nom technique, mais bon, le problème pour fixer son attention. Donc et à chaque fois, bon, on retrouve le même problème, c'est tous les phénomènes de régression préoedipienne. Et en fait, donc, cette volonté de puissance occidentale est calquée sur le capitalisme libéral, qui est tout aussi bien une volonté transgressive de jouissance sans limite, de jouir sans entrave, depuis mai 68, comme on dit depuis mai 68. Qui fut un phénomène fondamentalement libéral, ou libéral-libertaire, si vous voulez. Et cette volonté transgressive de jouissance sans limite est naturellement expansionniste, impérialiste, colonialiste, sans frontiériste. Cette volonté de puissance ou de jouissance du capitalisme ne se donne par elle-même aucune limite, aucune frontière. Elle est psychotique par nature. Toutes les pathologies mentales se ramènent en fait à cette question du rapport à la limite. Pour vivre en société, des limites doivent être intériorisées. Et quand elles ne sont pas intériorisées, elles reviennent à l'extérieur. C'est ce que disait Lacan. En fait, si vous n'intériorisez pas le code de la route, vous allez rencontrer une limite très rapidement, c'est-à-dire une autre voiture ou alors un platane. Et donc, quand les limites ne sont pas intériorisées, quand le code symbolique n'est pas intériorisé, eh bien les limites reviennent à l'extérieur, elles reviennent physiquement, matériellement. Quand un sujet désirant, individuel ou collectif, de type pervers ou psychotique, c'est-à-dire qu'il y a un problème avec justement ces limites, quand il rencontre une limite à sa fantasmatique, ça peut le rendre fou de rage. En fait, là, je décris ce qui se passe à l'âge adulte, mais en fait, bon, un petit enfant capricieux, c'est déjà ça, c'est un petit psychotique, en fait. Enfin, c'est-à-dire que les enfants, quand ils sont encore petits, n'ont pas encore intériorisé les limites, ou du moins imparfaitement, ils sont en train de les intérioriser. Et intérioriser les limites, c'est tolérer la frustration, fondamentalement. C'est ça, le complexe d'Oedipe, c'est rien d'autre que ça. Mais quand vous avez une civilisation entière qui s'appelle le capitalisme ou l'Occident collectif, qui a perdu cette habitude de se limiter soi-même, eh bien, en fait, vous fabriquez une société en fait, entièrement préoedipienne, en quelque sorte, une société d'enfants capricieux. Et ça aboutit à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler une forme d'idiocratie, c'est-à-dire un phénomène de régression civilisationnelle à l'échelle de tout l'Occident. Et donc, tout ce qui vient brider le désir de jouissance totale et le fantasme de toute puissance est perçu comme un ennemi mortel, d'où cet acharnement sur la Russie. La limite au fantasme, c'est ce que Jacques Lacan a appelé la castration symbolique. En termes lacaniens, la Russie réalise une castration symbolique de l'Occident collectif. Dans l'inconscient collectif de l'Occident collectif, la Russie occupe la place du réel, c'est-à-dire de la limite, donc du père, de l'autorité et du surmoi. Selon la définition de Lacan, le réel, c'est quand on se cogne. Ajoutons, le réel, c'est quand ça cogne. Effectivement, depuis le 24 février 2022. Ce principe de réalité, encore actif en Russie, est l'ennemi juré de l'hystérie occidentale libérale-libertaire et de son culte du plaisir et du spectaculaire. Si l'on devait adopter un point de vue eschatologique, alors, à la fin des temps, il faudrait que le réalisme l'emporte sur le fantasme, comme le réel devrait l'emporter sur le virtuel. Bon, maintenant, comment la Russie passe son temps ? Je vais poser cette question-là et je vais y répondre. Comment la Russie passe son temps, souvent involontairement, à poser des limites à l'Occident ? C'est-à-dire quelle est l'histoire de la castration symbolique occidentale par la Russie. Vous connaissez certainement Guy Métan, donc journaliste et politicien suisse, qui dans un livre au titre explicite, le titre est à rallonge, donc ouvrez les guillemets, Russie-Occident, une guerre de 1000 ans, la russophobie de Charlemagne à la crise ukrainienne. Donc dans ce livre, Guy Métan remonte aux origines de la rivalité occidentale avec la Russie et voit une date décisive, en 1054, avec le grand schisme d'Orient, qui donna naissance à l'Église orthodoxe et qui affaiblit en conséquence le pouvoir des papes et des souverains affiliés à l'Église de Rome. Donc là, il y a un phénomène de scissiparité au sein de la chrétienté. C'est-à-dire que la naissance du christianisme orthodoxe pose une limite interne à la chrétienté et donc pose une limite à l'Église de Rome. Donc l'Église romaine
perd une grande partie de son territoire et de son pouvoir au profit du christianisme orthodoxe qui sera centralisé autour de l'église de Moscou ou patriarcat de Moscou. Ce schisme pose de nouvelles limites donc à l'église de Rome. En 2023, certains catholiques ne l'ont toujours pas accepté et rêvent de reconquérir la Russie par les armes ou par une conversion de la Russie au catholicisme, comme il est dit dans les révélations de Fatima. Dès le haut Moyen-Âge, un autre protagoniste européen vient s'ajouter au rapport de force contre la Russie, qui donnera naissance à l'Occident dit romano-germanique. Les puissances germaniques d'Europe centrale et du Nord commencent leur Drang nach Osten, donc leur poussée vers l'Est, ce vaste mouvement de conquête de l'Est, mouvement d'expansion territoriale en quête d'espace vital, dont Hitler se fera l'héritier avec son opération Barbarossa, lancée en 1941 pour envahir la Russie. Et je précise bien la Russie, pas l'URSS. Dans Mein Kampf, j'ai étudié une édition originale à la Bibliothèque nationale. Hitler parle bien d'envahir la Russie. Il ne parle jamais de l'URSS. Ses motivations ne sont pas politiques. Ses motivations sont démographiques et raciales. Il n'y a pas de problème à envahir la Russie, parce que de toute façon, effectivement, bon, c'est une race inférieure, etc. Et les Russes ne font rien de leur immense pays, donc bon, voilà, allons-y gaiement. Il y a d'ailleurs en fait un sous-chapitre intitulé Mit England gegen Russland, donc avec l'Angleterre contre la Russie, où Hitler théorise donc une alliance avec l'Angleterre pour ne pas avoir de problème sur le front ouest, ce qui lui permettrait de grouper ses forces sur le front est. Donc cette tentative échouera, comme avait échoué la campagne de Russie lancée par Napoléon en 1812. À chaque fois, la Russie imposera des limites et des frontières à l'expansionnisme impérialiste occidental et à ses fantasmes de toute puissance. En 1922, dans un article intitulé « Le problème russe », Nicolas Troubetskoy, le linguiste et fondateur de l'eurasisme, résumait ainsi les grandes lignes de cette histoire conflictuelle. Deux points, ouvrez les guillemets. L'immense Russie, qui constitue 1/6 de la planète, se retrouve comme n'appartenant à personne. Tant qu'elle ne sera pas divisée et partagée, ou jetée en pâture à l'une de ces bêtes romano-germaniques, la guerre mondiale ne pourra pas être considérée comme finie. Nous y sommes encore. Telle est l'essence du problème russe pour les romano-germaniques. Ces derniers considèrent la Russie comme une colonie potentielle. Les territoires immenses de la Russie ne leur posent aucun problème. Fin de citation. Donc ce rapport de force entre l'Occident romano-germanique et la Russie s'est enrichi au XIXe siècle avec l'arrivée d'un nouvel acteur, l'impérialisme britannique, l'Empire des mers, en expansion permanente, cherchant à encercler l'Empire tsariste, l'Empire des terres, suffisamment grand comme ça, et sur la défensive permanente. Ce clivage fondateur sera baptisé par les Britanniques eux-mêmes le Grand Jeu, The Great Game, puis théorisé par Carl Schmitt et les néo-eurasistes comme Alexandre Douguin. Au XXe siècle, le grand jeu s'accroît encore de deux acteurs supplémentaires, les États-Unis, les USA et Israël. Et l'Occident collectif s'identifie au bloc capitaliste libéral, toujours opposé au bloc eurasiatique, lui-même identifié au bloc communiste. L'impérialisme occidental a été perçu par de nombreux conservateurs et traditionalistes, chrétiens ou d'autres religions, comme un rempart contre la Russie communiste, ce qui les a poussés à une époque dans les bras de l'OTAN et les a rendus mécaniquement solidaires du mode de vie libéral, avec pour conséquence la déchristianisation accélérée de l'Europe, l'islamisation, la montée du LGBT, la théorie du genre appliquée aux enfants, etc. etc. Le soutien de conservateurs sincères, y compris de catholiques traditionnalistes au nouvel ordre mondial, n'est pas toujours très conscient. Il se trouve des alliés improbables. On a vu dernièrement le Parlement canadien, adepte du wokisme, puisque le wokisme est l'idéologie officielle au Canada aujourd'hui. On les a vus acclamer un ancien SS ukrainien. Ces rapprochements contre nature sont visibles depuis l'Euromaïdan en 2014, mais ils incubaient depuis des décennies. C'est ce qu'on appelait naguère les réseaux gladiaux, c'est-à-dire en fait les réseaux paramilitaires et terroristes de l'OTAN. Alors en fait, les réseaux qui en fait sont ni plus ni moins que les réseaux paramilitaires et terroristes de la CIA et du MI6 britannique, et qui associent des individus et organisations issues de l'extrême droite à l'origine. Le Gladio originel a récupéré en fait des cadres du Troisième Reich et de l'Italie mussolinienne.
Et notamment, bon, le premier chef militaire de l'OTAN, si je me souviens bien, c'était Adolf Preussinger, qui lui-même était responsable de l'opération Barbarossa. Donc bon, bah, c'est logique, hein, on prend les experts là où ils sont. Hein, a priori, il y a aussi une dimension purement pragmatique là. Et donc ces réseaux gladiaux associés donc des individus et organisations issus de l'extrême droite, hein, mais aussi de l'extrême gauche anticommuniste, hein, puisque ça existe. Hein, je pourrais vous détailler, puisque bon, les anarchistes en général sont anticommunistes, hein, enfin, où ils se définissent comme des communistes, hein, d'un certain genre, hein, et notamment bon, aujourd'hui, à force de circuler dans les milieux politiques, je dirais, très marqués, bon, j'ai rencontré, hein, y compris dans ma famille, des gens qui, effectivement, en fait, faisaient la navette, hein, entre la France et l'Ukraine pendant des années, pour aller soutenir, hein, Kiev, le régime de Kiev. Ce sont des gens qui viennent, évidemment, qui évoluent dans les milieux d'ultra-droite. Hein. Enfin, je veux dire, le régiment Azov, par exemple, a un fan club, hein, en France. Bon, en ce moment, ils sont peut-être un peu déprimés, mais vous pouvez les rencontrer, hein, ils existent. Mais j'ai croisé aussi, hein, des gens d'ultra-gauche qui sont allés se battre en Ukraine, toujours côté ukrainien ou côté atlantiste. Et puis, bon, comme je le mentionnais rapidement tout à l'heure, il y avait aussi des djihadistes à une époque qui faisaient la navette entre la Syrie et l'Ukraine, transportés par des avions des services occidentaux. Tout ça, en fait, et effectivement, alors, et l'ultra-gauche occidentale, hein, qui anti-russe, eh bien, en fait, a comme mythe fondateur Nestor Makhno, qui était donc un anarchiste ukrainien, qui a eu son heure de gloire, hein, entre 1918 et 1921. Hein, c'était un peu comme la CNT en Espagne, hein, dans les années 30. Hein. C'est un régime officiellement anarchiste, hein, et qui a réussi en fait à occuper, enfin à tenir une portion de territoire en Ukraine, et qui s'opposait, hein, qui avait un rapport un petit peu conflictuel avec effectivement l'URSS. Et c'est un peu le mythe fondateur là, des gauchistes, hein, qui vont se battre en Ukraine au prétexte que Poutine serait autoritaire et en fait en quelque sorte un continuateur de l'URSS stalinienne. Et puis bon, il y a les fameux bandéristes évidemment. Donc, et ils ont tous un ennemi commun, ils se trouvent tous un ennemi commun, en l'occurrence la Russie et tout ce qui s'en rapproche, hein, comme la Syrie, hein, les BRICS et les souverainistes, patriotes, nationalistes en général. L'Ukraine est un véritable laboratoire de cet éclectisme stratégique, hein, qui ressemble effectivement de l'extérieur à un bric-à-brac totalement incohérent. Mais bon, cet éclectisme ou opportunisme stratégique et tactique a été théorisé, hein, par le père fondateur du nationalisme ukrainien, qui s'appelle Dmytro Dontsov. Le nationalisme ukrainien a eu plusieurs figures historiques, hein, des intellectuels et des hommes d'action. Hein. Stepan Bandera n'a pas écrit une ligne, hein, sauf peut-être des cartes postales, mais c'était pas un intellectuel, c'était un terroriste, ni plus ni moins, enfin un paramilitaire. En revanche, bon, il y a des gens qui, malgré tout, il y a des intellectuels de valeur dans ce mouvement, hein, faut le reconnaître. Enfin, du moins je pense à ce Dmytro Dontsov, hein, qui, dans son ouvrage qui est né en 1883 et qui est mort en 1973 au Canada. Voilà. Donc là, déjà à l'époque, on voit que en fait l'Amérique du Nord, et pas seulement les États-Unis, hein, a été le refuge, hein, d'un certain nombre de bandéristes, hein, donc de gens issus du Troisième Reich, et des supplétifs du Troisième Reich, hein, là en l'occurrence ukrainien. Et donc son œuvre, sa pensée est aujourd'hui appliquée en Ukraine presque à la lettre. Dans son ouvrage de 1921, intitulé « Les fondements de notre politique », Dmytro Dontsov expose sa conviction, à savoir une confrontation inévitable entre la Russie et l'Occident, plus largement entre l'Eurasie et l'Europe de l'Ouest, dont l'Ukraine ferait partie, hein, parce que pour Dontsov, l'Ukraine fait partie de l'Europe de l'Ouest, l'Ukraine fait partie de l'Occident. Pour anéantir la Russie, tous les coups sont permis, et toutes les alliances sont autorisées. Au service de son idée fixe, hein, qui est de détruire la Russie, Dmytro Dontsov fait feu de tout bois et montre un opportunisme tactique tout azimut assez remarquable, notamment dans le chapitre 3 qui porte comme titre
Idée centrale de la politique étrangère de l'Ukraine, deux points, les alliés de l'Ukraine sont les États qui sont contre la Russie. Point. Alors je vous cite ce passage, donc deux points, ouvrez les guillemets. Donc là je vous cite Donsov. La force sur laquelle nous devons compter est ce qu'on appelle le prétendu impérialisme des puissances européennes, puisque sa direction recoupe la direction de notre politique. Plus loin. Dans le détail, le côté positif de ce postulat est la recherche d'une alliance avec les pays dont les intérêts contredisent pour l'instant les intérêts de la Russie. Ce principe doit être proclamé franchement, sans crainte des politiciens voyous ni de nos propres internationalistes, baignant dans la propagande bolchevique. On est en 1921, rappelez-vous. Et hurlant contre la vente du pays à l'impérialisme de la Triple Entente ou de l'Allemagne. Ceux-là ou d'autres États sur lesquels nous pouvons compter peuvent être impérialistes ou réactionnaires, mais cela nous est égal et ne doit pas nous égarer. C'est un fait historique qu'aucune nation ne s'est libérée seulement par ses propres moyens. Les nations n'ont atteint leurs objectifs politiques qu'en inscrivant leur travail dans un cercle d'idées plus générales, en les liant aux intérêts d'autres États. Nous ne devons faire aucune exception à cette règle. Nous devons compter sur toutes les forces qui, en nous aidant, ont le même but, deux points, la dislocation de la Russie. Et il parle de Russie, encore à l'époque, il ne parle pas du RSS. J'ai trouvé ce texte sur un site bandériste, justement, géré par le parti Svoboda, qui met en téléchargement, c'est quand j'écrivais le bouquin là, sur le suprémacisme blanc. Alors je précise, j'ai fait du russe pendant ma scolarité, donc je peux lire le cyrillique, et je peux passer du cyrillique russe au cyrillique ukrainien, bon, c'est pas très très différent. Et puis bon, j'ai des rudiments de polonais pour des raisons familiales, et bon, en fait, l'ukrainien, en fait, c'est 50% de russe et 50% de polonais. On commence une phrase en russe, on la termine en polonais, ou inversement. Bon, ça me permet... alors, j'utilise quand même des traducteurs automatiques, pour être précis, pour être honnête. Mais bon, je peux débroussailler le terrain. Je veux dire, dans un texte en cyrillique, je ne suis pas perdu. Je vois où est le sujet, le verbe, le complément, et je reconnais les racines étymologiques. Les descendants spirituels de Dmytro Donsov se retrouvent dans les organisations néo-nazies ukrainiennes comme le régiment Azov. Alors, pour des raisons de politiquement correct, l'objectif impérialiste des bandéristes est souvent présenté comme simplement défensif. Mais son caractère expansionniste, par contre, est assumé publiquement dans des publications en fait, qui, normalement, ne doivent pas être... paradoxalement, une publication, c'est pour être public. Mais c'est ce que j'ai vu, moi, en fait, en discutant avec, justement, donc, avec des gens affiliés ou qui soutenaient le régiment Azov à Paris, c'est qu'ils sont dans une espèce de dissonance cognitive permanente. C'est-à-dire qu'en fait, ils doivent simultanément, ils devaient, en tout cas jusqu'en 2022, même jusqu'à récemment, donner une image positive de leur mouvance, donc une image dynamique. Et donc, comme vous allez le voir, ils avaient comme objectif, comme slogan, comme mot d'ordre, aujourd'hui l'Ukraine, demain la Russie et toute l'Europe. Le problème, c'est que, bon, c'est de toute évidence offensif et expansionniste. Et aujourd'hui, en fait, vous ne pouvez plus vous permettre d'assumer votre volonté de puissance, entre guillemets, c'est-à-dire vos objectifs expansionnistes, puisqu'il faut malgré tout faire avec les droits de l'homme, etc., et puis la démocratie victimaire. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes un fan du régiment Azov, vous devez réussir à présenter le régiment Azov comme une victime de la Russie. Et vous devez réussir à présenter l'Ukraine comme une victime de la Russie. Mais en même temps, pour rouler des mécaniques et puis pour avoir un projet positif qui va recruter des petits jeunes un peu paumés, vous devez en même temps, comme dirait Macron, avoir un discours plus offensif, plus viril en quelque sorte, plus agressif. J'ai vu ça pendant des années, en communiquant avec justement le fan club des nazis ukrainiens, Pravi Sector ou d'autres, ou essentiellement le régiment Azov, qui est l'organisation la mieux structurée en France. Ils étaient pris dans cette contradiction rhétorique permanente. C'est assez fascinant à étudier, mais parce qu'ils étaient dans une espèce de schizophrénie mentale, de schizophrénie permanente entre
En fait, qu'est-ce qu'on peut dire en fonction de tel contexte, et pour en permanence jauger ce qui est opportun de dire, c'est-à-dire est-ce qu'on va justement être sur la défensive ou au contraire avoir un projet expansionniste, suprémaciste, etc. Et donc en fait, en 2014, le régiment Azov publiait son manifeste intitulé « Reconquista blanche sous le soleil noir ». Donc le soleil noir, c'est le symbole néo-païen qu'on voit sur la couverture ici. Alors, je vous cite un extrait. « L'esprit glorieux de l'ancienne chevalerie », donc là c'est le régiment Azov qui parle. « L'esprit glorieux de l'ancienne chevalerie vit-il en nous, cette flamme indomptable de la colère, ce feu de la noble fierté, qui nous appelle à l'heure la plus désespérée, malgré tout, à prendre les armes et à attaquer l'ennemi, lorsqu'il commence à penser qu'il a finalement pris le dessus sur nous. Notre réponse est seulement avancer, avancer et avancer encore. Mener non pas la défense, mais l'expansion. Avancer sur tous les fronts, avancer jusqu'à la victoire complète de l'idée de la nation. Ce n'est que dans les flammes de la guerre que naissent de nouvelles nations et que les anciennes nations renaissent de leurs cendres, ce qui est essentiellement la même chose. L'idée de la nation, l'image de l'ancien empire kievo-russe, l'esprit de la grande Europe elle-même, naissent dans le creuset d'une nouvelle guerre. Ce n'est que dans la guerre que les jeunes acquièrent le courage et que les plus forts obtiennent le droit. Ce n'est que dans le sang des héros que naissent les grandes nations. La couleur du sang n'est pas oubliée. Le sang des héros est d'un rouge vif, comme l'écarlate de l'aube à la lisière d'une forêt sombre. Ce sang est mieux vu par les dieux que les larmes incolores des saints, S-A-I-N-T-S, et l'encre des sages. Le sang des héros bat au cœur de ce monde. Au nom de ce sang, nous proclamons une nouvelle guerre purificatrice. Nous proclamons une nouvelle reconquista contre l'abomination des nouveaux Asiatiques, les Russes. Comprenez bien que pour les nazis ukrainiens, les Russes ne sont pas des Européens, ce ne sont pas des Blancs. Et contre la lâche pourriture de l'Occident dégénéré. Jeune soleil, soleil ancien, écoutez le serment de la jeunesse d'acier. Aujourd'hui l'Ukraine, demain la Russie et toute l'Europe. Nous sommes venus récupérer notre terre, une nouvelle reconquista. Et à l'époque, ça c'était en juillet 2014. Les opérations contre le Donbass avaient à peine commencé. Et il parlait déjà de guerre mondiale, en fait, quasiment. Il y avait des badges, en fait, qui circulaient. Il y avait toute une, comment dire, comment on appelle ça, là, en fait, des t-shirts, enfin, tout un tas de trucs, là, pour faire la promotion donc, du régiment Azov à travers l'Europe. Avec ce slogan-là, en fait. Depuis, toutes les pages Internet, tout a été supprimé. Évidemment, parce que là, on a l'aveu du projet expansionniste. Et donc, avant de fonder ou de cofonder le célèbre régiment Azov en 2014, Andriy Bilecki militait dans l'organisation Patriotes d'Ukraine, dont il résumait en 2007 le programme dans un article à valeur de manifeste intitulé « Le social-nationalisme racial ukrainien ». Donc, je vous cite l'article de Andriy Bilecki, ouvrez les guillemets. Par conséquent, le traitement de notre organisme national doit commencer par l'épuration raciale de la nation. Et alors, un esprit national sain renaîtra dans un corps racial sain, et avec lui la culture, la langue et tout le reste. En plus de la question de la pureté, nous devons également prêter attention à la question de la plénitude de la race. Les Ukrainiens font partie de la race blanche européenne, dont ils sont l'un des grands éléments de grande qualité. La race créatrice de la grande civilisation, des plus hautes réalisations humaines. La mission historique de notre nation dans ce siècle décisif est de conduire les peuples blancs du monde entier dans la dernière croisade pour leur existence. La campagne contre la sous-humanité dirigée par les sémites. Alors, avec de telles idées, le régiment Azov devrait faire l'unanimité contre lui en Occident. Eh bien, pas du tout. C'est paradoxal, mais certaines personnes ont pu croire à une époque, d'ailleurs, que le régiment Azov s'opposait à l'Occident décadent. Mais ce même régiment Azov fait aujourd'hui des conférences avec Francis Fukuyama aux États-Unis, à l'université wokiste de Stanford. L'université de Stanford a invité par 2 fois des membres du régiment Azov à venir faire des conférences. Et la deuxième fois, c'était avec le parrainage de Francis Fukuyama. Vous vous souvenez, le néoconservateur qui nous parlait de la fin de l'histoire et du dernier homme et du transhumanisme. Et puis depuis l'an dernier, tous les médias de masse, BFM TV, LCI, soutiennent ouvertement le régiment Azov et nous prient de le soutenir aussi, avec des trémolos dans la voix, contre la Russie de Poutine.
Donc dans toute la zone UE-OTAN, le soutien au régiment Azov est officiel, présent au plus haut niveau de l'État, dans l'administration et la fonction publique, et dans les réseaux du grand capital, Davos, etc. Où en fait, mais qui en fait se donne quand même toujours pour objectif, c'est ça qui fait le dénominateur commun, enfin la ligne directrice, c'est comment détruire la Russie. Et ça commence donc déjà, effectivement, déjà dans les années 20, avec le projet d'un certain Józef Piłsudski, le grand homme d'État polonais, mort en 1934, qui avait formulé une stratégie en deux points, la fédération entre les mers, Federacja Międzymorze, mieux connu sous le nom d'Intermarium, pour en fait construire un front uni contre la Russie de la mer Baltique à la mer Noire. Bon, donc ça suppose d'unifier essentiellement la Pologne et l'Ukraine. Après, il y a plusieurs versions, en fait. Il y a aussi un plan B, un plan C, etc. Et puis, sa deuxième stratégie, le deuxième volet de sa stratégie anti-russe, il avait appelé ça le prométhéisme. Alors, je ne sais pas pourquoi il a été chercher la figure de Prométhée, parce que le prométhéisme, c'est synonyme de progressisme. Et en fait, ça consistait à soutenir tous les mouvements indépendantistes en Russie pour faire éclater la Russie de l'intérieur. Donc à soutenir en fait toutes les minorités ethniques pour diviser, pour faire exploser la Russie de l'intérieur. C'était la même stratégie appliquée par Gerhard von Mende, qui était le ministre de Hitler pour les territoires de l'Est, et qui était polyglotte, et qui lui s'est attaché principalement à faire monter ses revendications régionalistes, en quelque sorte, chez les peuples musulmans de Russie. Donc, je vais revenir sur Solzhenitsyn, qui en 1988 publiait La Russie sous l'avalanche, donc une œuvre aux accents pamphlétaires et au titre métaphorique du sort de la Russie sous la présidence de Boris Yeltsin. Donc, dans ce livre, le plus célèbre des dissidents consacre plusieurs pages au phénomène du nationalisme ukrainien, qui est en fait un suprémacisme racial anti-russe, nourrissant des ambitions de conquête territoriale, recoupant étrangement certains projets impérialistes et mondialistes. Avant de les commenter, Solzhenitsyn rappelle les slogans qui animaient les milieux nationalistes ukrainiens dans les années 90, peu après l'indépendance du pays. Alors, en fait, dans le livre, Solzhenitsyn rappelle aussi son passage dans un goulag où il s'est retrouvé avec des nationalistes ukrainiens. Et où il a éprouvé une grande déception parce qu'il s'est dit, bon, en fait, je vais réussir à fraterniser avec ces Ukrainiens, ces nationalistes ukrainiens, bandéristes, dans le goulag, puisque nous avons le même ennemi, à savoir l'URSS. Et en fait, il s'est rendu compte que, en fait, pas du tout. L'ennemi des nationalistes ukrainiens, c'était pas l'URSS, c'était les Russes. Et que lui, Solzhenitsyn, même dans le goulag, même prisonnier du goulag, était traité comme Staline. Enfin, au niveau de la perception que que les bandéristes, les nationalistes ukrainiens avaient de Solzhenitsyn. Donc je vais vous citer, faire une longue citation, là, mais qui vaut son pesant de cacahuètes. Donc l'Ukraine aux Ukrainiens, donc ça c'est un des slogans des nationalistes ukrainiens dans les années 90, donc après la chute du communisme. L'Ukraine aux Ukrainiens, Solzhenitsyn dit « Oui, ça oui, aucun doute là-dessus, bien qu'en Ukraine vivent des dizaines de peuples différents, mais aussi la Russe qui vienne jusqu'à l'Oural. » Et il commente « Les Russes sont exclus des peuples slaves comme un hybride philo-mongol. On a créé à Odessa un institut de géopolitique nationale. Il porte le nom de Yuri Lipa, auteur du livre « Le partage de la Russie », qui, encore en 1941, développait le programme suivant « On ne peut abattre la Russie que par l'alliance de l'Ukraine avec le Caucase et la Transcaucasie ». C'est dans cet esprit que les nationalistes ukrainiens ont célébré l'anniversaire de la division SS Galicie, ce qui n'a entraîné ni reproche ni indignation de la part des États-Unis. Notez ça en 1998. Aujourd'hui, un ancien de cette division SS Galicie est acclamé au Parlement canadien. Au cours d'une de leurs conférences, en 1990, donc les bandéristes disaient « Nous professons le culte de la force est tout ». C'est pour cela que... oui, alors, ça c'est le nietzschéisme un peu pour attarder des néo-nazis en fait. Bon, ça c'est mon commentaire. Donc je reprends Solzhenitsyn. C'est pour cela que l'Assemblée nationale ukrainienne, UNA, s'est dotée de troupes de choc, UNSO, et d'un slogan « L'UNA au pouvoir, l'UNSO à l'assaut ».
au congrès de 1994, pardon, soutenir le séparatisme régional en Russie, en vue de favoriser sa désintégration. Donc ça, c'était un slogan des nationalistes ukrainiens en 1994. De quoi se mêlent-ils? Ils se disent nationalistes. Non, là on voit bien qu'ils ne sont pas nationalistes, qu'ils ont un projet offensif de désintégration de la Russie. Logiquement, des nationalistes ukrainiens auraient dû être satisfaits avec la dislocation de l'URSS. Qui a donné son indépendance à l'Ukraine? En fait, fondamentalement, c'est Moscou, en réalité, en auto-dissolvant l'URSS. Bon, eh bien non, ça ne suffit pas, ça ne suffit jamais. C'est un peu comme les féministes qui ne sont jamais satisfaites. L'égalité des droits hommes-femmes est un acquis définitif, mais non, ça ne suffit pas, ils en veulent toujours plus. Bon, eh bien là, les nazis ukrainiens fonctionnent de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, alors j'ai parlé avec un fan du régiment Azov français sur Paris, qui a été jusqu'à me dire, oui, mais d'accord, l'Ukraine était indépendante depuis 1991. Donc il reconnaissait que les revendications d'indépendance étaient devenues vides de sens, démonétisées. Mais il s'en est sorti en me disant, oui, mais elle n'était pas autonome. Alors voilà, c'est comme ça en fait que justement le fan club du régiment Azov arrive en fait à légitimer la guerre civile lancée en 2014 et qui dure encore. C'est-à-dire, il y a en fait comme ça tout un travail en fait d'autosuggestion pour essayer de trouver des bonnes raisons à des opérations militaires qui sont totalement dénuées de légitimité politique et géopolitique. Donc voilà, alors soutenir le séparatisme régional en Russie en vue de favoriser sa désintégration. Et Solzhenitsyn continue. Et cette position anti-russe de l'Ukraine, c'est justement ce qui fait l'affaire des États-Unis. Bon, ça, il l'avait bien compris. Les autorités ukrainiennes, aussi bien sous Kravchuk que sous Kouchma, s'empressent de faire chorus aux Américains, lesquels cherchent à affaiblir la Russie. C'est ainsi qu'on en est vite arrivé à des relations privilégiées entre l'Ukraine et l'OTAN, et aux exercices de la flotte américaine en mer Noire, en 1997. On ne peut s'empêcher de penser à l'immortel plan de Parvus, en 1915, utiliser le séparatisme ukrainien pour démembrer la Russie. Donc Parvus, Israël Gelfand Parvus, qui était donc un agitateur, c'est une sorte de George Soros avant l'heure, en fait. C'est une espèce, un marchand de révolution, c'était son sobriquet. Donc l'alliance pour s'emparer de Moscou et plus largement pour s'accaparer tout le continent eurasiatique, ratisse de l'extrême gauche à l'extrême droite, et vise toujours le morcellement et le partage du territoire de la Russie ou de l'URSS, comme on se partage un butin. Ce concept de partage de la Russie a été donc particulièrement travaillé par un certain Yuri Lipa, 1900-1944, intellectuel ukrainien mentionné par Solzhenitsyn. Et donc en juillet 2014, un site internet bandériste rendait hommage à Yuri Lipa, en évoquant cette grande stratégie étalée sur des décennies pour tenter de conquérir enfin les vastes territoires russes, comme en 1922 le mentionnait Troubetskoy. Donc je cite, là je cite le site bandériste intitulé Ukrainian Crusade, en anglais. Donc deux points, ouvrez les guillemets. Le concept de partage a été développé par l'historiographe ukrainien et culturologue Yuri Lipa dans son livre du même nom en 1941. Oleg Bagan, historien du nationalisme ukrainien, a déclaré dans le livre Le partage de la Russie, Rospodil Russie, en ukrainien, Lipa prouve que l'Ukraine est un facteur décisif pour l'effondrement de l'Empire russe comme monstre artificiel, oppressif et antinational de la politique internationale. La principale conclusion du livre, selon Bagan, est la suivante, deux points. Ouvrez les guillemets, la Russie cessera d'être un fardeau et une menace pour ses voisins lorsqu'elle se concentrera sur le développement de la nation russe sur ses territoires ethniques jusqu'à l'abandon de sa politique impériale. Donc, bon, en fait, on retrouve le même argumentaire chez Brzezinski, Zbigniew dans Le Grand Échiquier, qui dit exactement la même chose. Et donc, il y a vraiment un fil conducteur qui est toujours le même chez tous les anti-russes et qui, en fait, donc, aboutit jusqu'à alors je passe rapidement parce que bon, je pense que je vais commencer à épuiser mon temps de parole. Mais bon, enfin, vous avez aussi les bolcheviks et les Allemands qui finalement avaient à peu près le même type de projet. Et jusqu'à la Première Guerre mondiale, l'Empire d'Autriche-Hongrie qui intégrait la Galicie et qui a créé en Galicie une identité ukrainienne qui en fait était une identité régionale du monde slave,
Mais l'Autriche-Hongrie a décidé de créer, sur la base de cette identité régionale, une identité nationale et antagoniste de l'identité russe. Donc vous passez, c'est un processus ethnogénétique, c'est le terme technique, vous passez d'une identité régionale à une identité nationale, en plus antagoniste d'une autre identité nationale. Donc tout ça, ce sont en fait des subterfuges en fait, d'ingénierie sociale, donc de transformation furtive d'une société et des sujets sociaux qui aboutissent. Donc en 2022, vous en avez entendu parler, je crois que c'était François Asselineau qui était venu en parler ici, au Forum des peuples libres de la post-Russie. Il faut reconnaître un certain culot, donc, qui a été lancé donc, le 8 mai 2022 à Varsovie, en Pologne, et qui a connu 6 réunions jusqu'à présent. Donc bon, en fait, c'est évidemment sponsorisé par l'État profond anglo-américain, et probablement que si on regarde les sponsors, on trouvera aussi la fondation Open Society de George Soros. Et en fait, donc, ce sont des réunions en fait, qui réfléchissent à l'éclatement territorial de la Russie, en soutenant les revendications nationales. Bon, ramenées à l'échelle française, on appellerait ça des revendications régionales. Donc, il y a eu 6 réunions jusqu'à présent, et à Varsovie, à Prague, à Gdansk, encore en Pologne, à Helsingborg en Suède, à Bruxelles, au Parlement européen directement. Bon, les choses sont claires. Et puis aux États-Unis, dans 3 villes en simultané, à Washington, à l'Institut Hudson, qui est en fait un institut néoconservateur, qui en fait, alors vous pouvez en voir les conséquences sur les réseaux sociaux. En fait, il y a un certain nombre d'agitateurs sur Twitter qui sont affiliés à l'Institut Hudson et en fait qui passent leur temps à dire oui, mais regardez, là, finalement, on présente la Russie comme une espèce de rempart du conservatisme contre l'Occident LGBT, mais en fait pas du tout. Les LGBT se développent aussi en Russie, blablabla, etc. Donc en fait, bon, dès qu'ils voient, en fait, dès que quelqu'un arrive à trouver la photo d'un drapeau LGBT peinte à la main sur un mur, boum, tout de suite, c'est surmédiatisé et c'est récupéré par toute la nuée, la nébuleuse de trolls donc de l'Institut Hudson, et qui surexploite ça pour en fait détourner les conservateurs de leur soutien à la Russie. Et puis donc au même moment, vous aviez à la mairie de Philadelphie aussi une réunion, et puis à l'Institut ukrainien d'Amérique et à New York. Et puis la 7e réunion a eu lieu au mois d'août 2023 à Tokyo. Voilà, bon. Oui, le Japon revient à ses anciennes amours, à ses anciennes alliances, puisque bon, il était allié en fait avec le Troisième Reich, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, on voit encore en fait une sorte de fil conducteur géopolitique C'est pour ça qu'on peut parler d'Occident collectif. L'Occident collectif va jusqu'au Japon là à ce stade. Bon. Et voilà, et donc ce forum, en fait, sans aucune vergogne, parle de décoloniser la Fédération de Russie et parle de post-Russie. Qui ose parler aujourd'hui de post-Ukraine ou d'ex-Ukraine? Personne. Bon, là, il y a des gens qui osent vous dire, voilà, nous allons dynamiter la Russie, l'unité de la Russie. Pour en fait rendre leur liberté à tous ces peuples opprimés par le centralisme moscovite. Voilà, bon, donc j'en termine, je conclus, mais voilà, bon, voilà, donc la propagande de guerre, en fait, l'ingénierie sociale consiste à travailler sur la structure du lien social en travaillant sur les liens de confiance, d'indifférence et de méfiance pour désigner qui est l'ennemi et qui est l'ami. C'est le principe de Carl Schmitt. Le geste fondateur de la politique, c'est la désignation d'un ennemi. Donc la propagande de guerre est une variante de l'ingénierie sociale consistant à faire monter la méfiance vis-à-vis de la Russie, par exemple. Vis-à-vis d'une cible ennemie en général, en l'occurrence la Russie. Donc tout sujet, individu ou organisation qui travaille à faire monter la méfiance vis-à-vis de la Russie, quelles que soient les raisons avancées, s'inscrit mécaniquement dans une propagande de guerre désignant la Russie comme une cible.
et pactise tout aussi mécaniquement avec les autres qui désignent aussi la Russie comme une cible. Donc un catholique anti-russe, c'est-à-dire qui travaille à entretenir ou à faire naître de la méfiance vis-à-vis de la Russie, se retrouve mécaniquement dans le même camp géopolitique que Bernard-Henri Lévy ou Georges Soros. Ce n'est ni bien ni mal, c'est comme ça. La géométrie des rapports de force et des camps géopolitiques obéit à une logique implacable qui dépasse la pensée consciente, et les raisons avancées sont au mieux des symptômes, au pire des prétextes. Et en fait, la dernière question qu'il faut se poser, c'est que nous sommes toujours intégrés finalement dans un système d'armement. Nous sommes toujours intégrés finalement dans un camp géopolitique. Et en fait, l'existence humaine étant intégralement militarisée, directement ou indirectement, la seule question existentielle est dans quel système d'armement suis-je intégré, consciemment ou non? Consciemment ou non. Et suis-je intégré dans le système d'armement russe ou occidental? Pour ce qui concerne mon exposé de ce soir. Et je vous remercie pour votre attention.